Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'éducation. Alors, je ne vais pas vous dire comment éduquer vos enfants. C'est pas parce que je parle d'éducation que j'ai forcément des enfants parfaits ou une éducation parfaite, loin de là. Je suis juste une maman. La maman parfaite, elle n'existe pas, j'en suis convaincue. Donc voilà, je vais juste vous partager en fait les changements que moi j'ai opérés dans ma vie et les expériences que j'ai pu rencontrer qui m'ont amené à faire ces changements. À la base, j'ai commencé à éduquer donc mes deux filles, Anaïs et Elsa, qui sont les aînées de ma tribu, avec la punition et la fessée, parce que c'est comme ça que moi j'avais été éduquée et que je pense comme tout le monde, hein, on pense que c'est évident que ça doit se faire comme ça, puisque c'est l'éducation qu'on a nous-mêmes reçue. Sauf que voilà, les temps changent, les mentalités évoluent et je trouve ça vraiment très très bien. Et du coup, j'ai découvert pas mal de choses au fur et à mesure des années, des méthodes qui, pour le coup, fonctionnent mieux que la punition et la fessée. Concrètement, la fessée, ça n'apporte rien, à part que nos enfants aient peur de nous. Concrètement, c'est absolument pas le but. Je vois pas comment on peut éduquer nos enfants si nos enfants n'ont pas confiance en nous. Le but de l'éducation, c'est de leur donner confiance en eux par l'intermédiaire de la confiance qu'ils ont en nous. Donc, c'est vraiment pas dans la démarche, la punition et la fessée. Donc, après, c'est pas dans ma démarche, hein. Je suis pas en train de remettre en question les méthodes d'éducation de chacun. Je pense que chaque parent, fait comme il pense que c'est le mieux. Et c'est ce qui fait d'eux un bon papa ou une bonne maman. On est tous les parents qu'il faut pour nos enfants. Maintenant, chaque enfant est différent et je sais que chaque enfant s'adapte à ses parents comme chaque parent s'adapte à ses enfants et c'est ce qui fait que ça fonctionne en général pas trop mal. Nous, on avait donc commencé avec la fessée et la punition, on s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas, c'est pas du tout utile et qu'au contraire ça amenait la crainte de nos enfants et alors ça c'est vraiment quelque chose qui me repousse. Enfin, moi, je peux pas éduquer mes enfants dans ces conditions-là. S'ils ont peur de moi, clairement, c'est que je suis pas une bonne maman. Enfin, c'est comme ça que moi, je le ressens. Donc, je ne pouvais pas continuer avec ces méthodes-là. Donc, je me suis renseignée un petit peu parce que à ce moment-là, j'ai découvert en fait le livre Parler pour que les enfants écoutent et Écouter pour que les enfants parlent, qui est un livre de Faber et Maslich. Il s'avère que ce livre, c'est une mine d'or. Je vous le conseille vivement parce que moi, il m'a énormément apporté, principalement en termes de remise en question personnelle, parce que en fait, ce livre m'a ouvert les yeux sur le fait que la majorité des comportements que je reprochais à mes enfants étaient en fait causés par mes propres comportements, en fait. C'est vrai que moi je suis pas quelqu'un de très ordonné et forcément je peux pas demander à mes enfants d'être maniaques quoi. Donc c'est compliqué, c'est un peu bateau ce que je cite comme exemple, mais malheureusement c'est la réalité. On peut pas demander à un enfant de pas dire des gros mots si nous-mêmes on en dit, on peut pas demander à un enfant d'être respectueux si nous-mêmes on ne l'est pas. Un enfant qui va voir son père voler, il va penser que voler c'est normal et que donc il peut le faire aussi. Nous sommes un exemple pour nos enfants et nous devons de maintenir cet exemple dans les meilleures conditions qui soient et de leur montrer les meilleures choses qui soient, comment devenir quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre. C'est vraiment très très important et quand tout ça, ça passe par la bienveillance, ça rentre beaucoup mieux en fait. Alors quand je dis rentre, c'est simplement que les enfants l'enregistrent mieux. Tout ce qui est communiqué par l'écrit, clairement, ça va rentrer d'un côté, ça va ressortir de l'autre. C'est absolument pas productif. Donc c'est vrai que moi je me suis penchée il y a quelques années sur l'éducation bienveillante et positive, donc un petit peu dans la même période que Faber et Maslich, parce que cette méthode elle passe essentiellement par la communication. Ça nous apprend à communiquer avec nos enfants.
Et je trouve que c'est très important parce qu'on a rarement les bonnes méthodes pour communiquer. Donc, enfin, quand je dis rarement, c'est naturellement, je veux dire, on n'a pas naturellement la bonne méthode. Si on ne s'est pas renseigné sur la psychologie de l'enfant, sur les façons de faire, on n'a pas forcément les bonnes méthodes. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai eu mon 5e enfant, alors oui, c'est arrivé très tard, trop tard, je pense. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je suis malgré tout satisfaite de l'avoir mis en place aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, ça profite à tout le monde. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon 5e enfant, je me suis pas mal penchée sur la psychologie de l'enfant. Donc en commençant par le livre de Maria Montessori qui s'appelle L'enfant, qui a été en fait l'élément déclencheur. C'est vrai que je m'intéressais beaucoup à la pédagogie Montessori à cette époque-là et c'est pour ça que j'ai lu ce livre. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup d'autres choses, notamment la communication avec les enfants, la parentalité bienveillante, la parentalité positive également. Et vraiment, tout ça, c'est des choses qui ont amélioré notre quotidien réellement. Alors la parentalité bienveillante et positive, elle a assez mauvaise réputation parce que beaucoup de personnes la voient comme une méthode laxiste. Alors je vous arrête immédiatement, ce n'est absolument pas une méthode laxiste. Même quand on est bienveillant, on impose des limites à nos enfants. On leur donne un cadre, c'est évident parce qu'ils en ont besoin. Donc on n'est pas du tout dans le laxisme. À partir du moment où ils ont des règles et ils ont un cadre, s'ils ne respectent pas les règles, bah forcément on est obligé d'intervenir, donc on n'est pas dans du laxisme, je suis désolée. Donc il faut vraiment pas s'arrêter à tous les a priori qu'il y a sur ces méthodes. Il faut vraiment prendre le temps de s'y pencher et de se faire sa propre idée en fait. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai lu des blogs, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai regardé pas mal de choses sur internet, des articles, enfin, et j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Vraiment, parce que ça nous explique vraiment comment fonctionnent les enfants. Pour vous donner un exemple, quand j'ai démarré la méthode Faber et Maslich, en fait, j'ai participé à des ateliers que nous avions mis en place avec des amis de l'époque. Et en fait, lors de ces ateliers, on faisait concrètement des mises en situation de cet ouvrage. Et un jour, on a fait une mise en situation que j'ai eu l'occasion, en fait, l'opportunité de mettre en pratique dès que je suis rentrée chez moi. C'est en fait pour le rangement des chaussures. Si vous voulez la tester, n'hésitez pas. Mes enfants laissent systématiquement traîner leurs chaussures et principalement Adam, qui aujourd'hui a 6 ans, mais qui à l'époque en avait 3. Et quand je suis rentrée, effectivement, les chaussures étaient par terre. Et là, je me suis dit, bah non, c'est pas comme ça. Donc, j'ai juste fait remarquer, comme c'était spécifié dans la méthode Faber et Maslich, j'ai juste dit, Adam, tes chaussures sont dans le passage et elles me gênent. Et là, il s'est levé du canapé alors qu'il était absorbé par un dessin animé. Il est venu ranger ses chaussures et il est retourné s'asseoir. Il n'y a pas eu d'interaction entre lui et moi. Il a juste fait concrètement ce que j'attendais de lui. Et honnêtement, j'ai été bluffée parce qu'il était devant la télé, donc j'étais persuadée que ma demande ne serait pas entendue. Et aussi parce qu'en temps normal, quand je demandais quelque chose, il le fait pas, quoi. Mais c'est justement parce que je le demande. Là, je n'ai rien demandé. J'ai juste souligné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, c'est quelque chose que je prône vraiment, cette méthode, parce que je me rends compte qu'elle fonctionne. Nous, on a arrêté également d'utiliser le mot non, parce que le mot non, c'est la principale frustration chez les enfants, et principalement chez les petits. Nous, avec Marceau, on utilise très peu le nom. Par exemple, il est très attiré, comme beaucoup d'enfants, je pense, pour utiliser mon téléphone, celui de son père ou mon iPad. Et du coup, ce sont des objets qui coûtent cher et qui nous sont précieux. Donc, on n'a pas spécialement envie qu'ils nous les abîment. Donc, en général, on ne les laisse pas dans les mains des enfants. Donc, si on voit Marceau commencer à toucher à la tablette ou quoi que ce soit, on le reprend simplement en lui disant « Marceau, tu sais que tu n'as pas le droit ». Et s'il demande pourquoi, on explique. C'est quelque chose qui coûte très cher et tu pourrais le casser.
tu es trop jeune, c'est pas adapté à ton âge. Alors des fois on se perd en explication parce que les enfants ont besoin de comprendre, mais c'est important qu'ils comprennent pourquoi ils le font, parce que du coup ils sont beaucoup plus réceptifs finalement à respecter les consignes qu'on a données. Donc, enfin, en tout cas, nous, avec Marceau, ça marche vraiment super bien. Avec les enfants, les plus grands, je veux dire, on a un petit peu moins de problèmes avec le nom, mais malgré tout, on essaye quand même d'être majoritairement dans les explications et dans le dialogue, plutôt que dans la sanction et les cris. Donc, je ne dis pas que mes enfants ne sont pas punis. On a un tableau de comportement dans la cuisine qui comporte une case verte, une orange, une rouge et une noire. Et il démarre la semaine dans la case verte. Et quand quelque chose ne va pas, on prévient une fois. Et si l'enfant persiste, dans ce cas-là, il descend d'une case. Donc, s'il passe dans le orange, c'est juste un avertissement pour lui dire « Je t'avais prévenu, tu n'obéis pas. Si ça recommence, tu passeras dans le rouge et là, tu seras puni. » Et la punition, c'est forcément des choses qu'on peut tenir. Donc, par exemple, tu seras privé de télé pour la journée. Ou alors privé d'un jouet bien particulier qu'il affectionne, ou enfin peu importe, vous punissez vos enfants avec les sanctions qui vous paraissent logiques et surtout celles que vous pensez qui fonctionneront en fait, surtout. Il faut absolument que ça marque son esprit, sinon ça sert à rien du tout. Moi, parfois, je suis passée pour un bourreau auprès de certaines amies parce que j'ai puni mes enfants, par exemple, d'aller à un anniversaire. N'empêche que j'ai eu à punir qu'une fois. Donc oui, c'est vrai que c'est dur. C'est dur pour nous comme pour eux d'ailleurs, parce que pour nous en tant que punisseurs, si je peux dire, c'est toujours un peu frustrant de devoir en arriver là. Enfin, moi, ça me fait de la peine quand je dois punir mes enfants parce que je me dis que je trouve ça vraiment dommage de devoir en arriver là pour obtenir quelque chose. Mais c'est nécessaire. Donc il faut vraiment donner des punitions qui auront des répercussions, des punitions qui fonctionneront, qui auront vraiment un impact sur le comportement de l'enfant. Nous, ça nous arrive assez fréquemment aussi. Je sais que dans la parentalité bienveillante, il est déconseillé d'isoler un enfant. Moi, je suis désolée, mais s'il n'y a que comme ça qui peut réfléchir, alors je l'isole. Je parle principalement de mon fils Adam qui a 6 ans et qui a un caractère très dur. On n'a pas le choix. On est obligé de l'envoyer dans sa chambre pour le faire réfléchir parce que tant qu'il est dans la même pièce que nous, il va rester dans la colère et dans les cris. Et même, on peut lui parler autant qu'on veut pour essayer de l'apaiser. Ça ne fonctionne pas. Même un câlin, ça va l'apaiser, mais il n'aura pas compris ce qui s'est passé. Et dès qu'on en reparle, il se remet à pleurer. Donc, on est obligé de l'isoler pour qu'il se calme. Et c'est seulement après qu'on peut parler, lui expliquer ce qui s'est passé et essayer de lui faire comprendre que ça, il ne faut pas le refaire, quoi. Donc, voilà, c'est nos façons de pratiquer à nous. C'est vrai que je ne peux que vous encourager à vous pencher sur ces méthodes. Peut-être que vous avez des méthodes qui fonctionnent aussi très bien et auquel cas, je vous encourage vraiment à les partager avec moi en commentaire parce que je suis preneuse de toute technique qui fonctionne. Et puis, c'est des choses que forcément les personnes qui liront les commentaires pourront également trouver et donc peut-être récupérer et mettre en application dans leur quotidien également. Donc, n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires. Sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je n'ai que 13 petits abonnés pour l'instant. Je les remercie déjà d'être là. Mais c'est vrai que si on pouvait être beaucoup plus, ça rendrait les choses beaucoup plus productives et intéressantes. Alors n'hésitez pas. Abonnez-vous et continuez à suivre les vidéos qui viendront. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à très bientôt.